Ça enregistre. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, on fait une nouvelle fois donc une audition dans le cadre de la campagne L'eau est à nous, donc la campagne organisée par des partis politiques et des associations. Je vais les citer, donc la France Insoumise, la Gauche démocratique et sociale, Nouvelle Donne, Génération, la Confédération nationale du logement, Pour une écologie sociale, plusieurs associations au bien commun, plusieurs groupes locaux, notamment des collectifs sur la question de l'eau en bouteille, sur la question de Volvic et de Vitel. Et donc, nous allons organiser aujourd'hui une audition avec Stéphane Rodier, maire de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, Laurence Beaufet, vice-présidente à la participation à l'initiative citoyenne de la métropole de Lyon, et Clément Péqueux, maire adjoint d'Ivry-sur-Seine à l'écologie urbaine et la politique intercommunale, et aussi conseiller territorial à l'établissement public territorial du Grand Orly-Seine-Bièvre dans la métropole du Grand Paris, pour discuter de la gestion publique de l'eau et quels sont les liens entre le droit à l'eau et la gestion publique de l'eau. Donc, on va faire cette audition collective durant à peu près 1 heure. Et donc, voilà. Je vais vous proposer de vous présenter succinctement tout d'abord, et puis après, on va commencer par les questions. Je donne la parole à Laurence. Merci à toi. Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas trop comment on sera diffusé, mais là, c'est un bonsoir. Là, il fait bientôt nuit. Donc, je suis vice-présidente à la métropole de Lyon en charge de la participation et des initiatives citoyennes, et je participe dans le projet de Lyon du retour en régie publique de l'eau au groupe de travail avec un S, ces groupes de travail qui sont sous la houlette de Anne Gros-Perrin, qui est la vice-présidente en charge du retour en régie publique. Je suis membre d'Assemblée de la France Insoumise, d'ailleurs. Et pourquoi j'y participe? Parce qu'on a évidemment la volonté de remettre un peu les citoyennes et les citoyens dans ce cycle de l'eau et de les faire participer à terme à la régie. J'y reviendrai plus précisément, je pense, dans le cadre de cette audition. Voilà. Merci Stéphane. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci à toi Vivien pour nous inviter. Alors moi je suis, comme tu l'as dit, maire de Thiers, je suis aussi président du parc naturel régional du Livradois-Forêt qui porte le grand cycle de l'eau et on essaye au travers de différents objets de réfléchir à l'eau comme un bien commun et non pas comme un bien marchand. Et au vu des difficultés du moment, et particulièrement d'ailleurs sur une ville comme la nôtre qui est sur les contreforts de l'Auvergne, le mont du Livradois-Forêt, où on a l'impression que l'eau est une denrée d'éternité, on s'aperçoit que durant les 3 derniers étés, nous avons eu des difficultés d'approvisionnement en eau et l'eau devient un vrai enjeu pour les temps futurs. Il se trouve que moi-même, j'ai vécu en Espagne au temps où José María Aznar était chef du gouvernement, donc ça remonte à quelques années maintenant. Et une des choses qui m'avait marqué à l'époque, c'est qu'il y a eu un détournement de l'Èbre pour favoriser l'économie de la région de Valence. Alors avec beaucoup d'agriculture intensive, avec du tourisme, très consommateur en eau. Et on a vu se développer ce qu'on a appelé la guerra del agua, la guerre de l'eau, et qui a eu des conséquences politiques énormes, puisque ça a quand même enflammé le conflit catalan. Et donc, l'eau, au-delà des aspects économiques, au-delà des aspects environnementaux, c'est aussi des aspects politiques dans les temps futurs, c'est-à-dire de maintien de l'unité et de non-conflictualité entre nos concitoyens dont il s'agit au premier lieu. Merci. On va y revenir. Clément, je te laisse te présenter. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc Clément Péqueux, donc, je suis adjoint à Ivry. Il se trouve qu'effectivement, je suis aussi conseiller territorial au Grand Orly-Seine-Bièvre et il s'est présenté une opportunité historique pour les établissements publics territoriaux suite à la loi MAPTAM qui offrait l'opportunité à certaines villes dans les établissements publics territoriaux
de marquer un pas de côté par rapport aux délégations de services publics dans lesquelles elles étaient engagées pour la gestion et la production d'eau potable sur leur territoire, pour caler des conventions provisoires de gestion et pouvoir commencer à réfléchir et imaginer une alternative à la délégation de services publics au privé, sous une forme publique collective, reprise en main par les autorités publiques. Donc, il y a 9 villes du territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre. Donc, Grand Orly-Seine-Bièvre, pour resituer, c'est sud-est parisien, première couronne, du périphérique jusqu'au-delà d'Orly et les premières villes du département de l'Essonne. C'est la plus grande intercommunalité en termes d'habitants, puisqu'il y a 24 villes. Donc, c'est une très, très grande intercommunalité. Et donc, il y a 9 de ces villes qui ont fait le choix de marquer ce pas de côté et de se laisser l'opportunité de pouvoir étudier une sortie de la délégation de services publics, une création de régie publique. Et on est donc engagé maintenant dans un rapport de force important avec le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est un mastodonte de la gestion publique de l'eau, puisqu'il y a 182 communes qui sont sous le giron du CEDIF, avec évidemment un pouvoir politique à la clé de ça, qui est principalement porté depuis plus de 35 ans par M. Santini, qui est maire d'Issy-les-Moulineaux, et donc qui est très fortement ancré à droite et très fortement ancré dans une relation au marché privé de laquelle on n'arrive pas à se défaire depuis des années. Et donc, voilà, cette opportunité historique a été saisie par ces 9 villes. Et donc, aujourd'hui, on a basculé depuis le 31 décembre, donc depuis le 1er janvier 2021, dans une convention de gestion provisoire. Et puis, nous créons les conditions administratives par l'intermédiaire de l'EPT, qui est maintenant l'autorité organisatrice sur cette question, la constitution d'une régie publique de l'eau. Voilà, donc on pourra en parler un peu plus avant, mais voilà, on a saisi cette opportunité qu'a induit la loi MAPTAM. D'accord, merci beaucoup. Alors, petit point de définition pour celles et ceux qui ne comprendraient pas. La loi MAPTAM, c'est la loi de modernisation et d'affirmation des métropoles. C'est une loi qui date, si ma mémoire est bonne, de 2014, 2013 peut-être, tu me corrigeras, et qui est une des 2 grandes lois de réforme territoriale portées par le gouvernement sous le quinquennat Hollande. Donc lui, c'était MAPTAM, c'était gouvernement Ayrault, et puis la loi NOTRe, ensuite, c'est gouvernement Valls. Donc on va commencer, vous êtes tous et toutes engagés dans des collectivités qui sont en régie publique et qui veulent s'y maintenir et développer, ou qui sont en train de construire des régies publiques. Donc, la première question que je vous pose, que ce soit à Lyon, dans le Grand Orly-Seine-Bièvre ou dans le Puy-de-Dôme à Thiers, c'est pourquoi construire ou avoir construit ou maintenir la gestion publique? Pourquoi faire le choix de la gestion publique de l'eau par rapport à la gestion déléguée au privé? Qui veut prendre la question en premier? Bon, Laurence? Oui, alors, pour ce qui est de Lyon, on va revenir en régie publique de l'eau le 1er janvier 2023. Donc, on n'y est pas encore. L'objectif, on l'avait tous dans la campagne, on l'avait défendu évidemment, c'est déjà un objectif politique et d'affirmer que l'eau reste un bien commun. Et ça, de l'affirmer. On ne l'a pas laissé au choix de quoi que ce soit. Donc, de toute manière, pour nous, une des réponses pour ça, effectivement, se trouve dans des systèmes de type régie publique. On a besoin à la fois de sauvegarder notre ressource en eau, enfin, Stéphane Rodier l'a évoqué, et pour Lyon, même si là, à l'instant T, ce n'est pas un problème sur la ressource, ça le deviendra dans le temps, avec le réchauffement climatique. On a des projections qui sont quand même, qui vont changer forcément notre quotidien dans tous les cas de figure. Lyon, par exemple, sa principale ressource, c'est le Rhône. Remonter le Rhône et imaginer tous les problèmes qu'il peut y avoir sur cette ressource-là. Et ensuite, on a des territoires qui, eux, sont variablement
avec des ressources, disons, variables, dans lesquelles on ne peut pas forcément pomper, et c'est une grande métropole, donc on a besoin absolument de sécuriser cette ressource, et de la sécuriser aussi politiquement. Et il nous semble que le retour en régie publique, ou en tout cas l'affirmation que ce soit la puissance publique démocratique collective qui la tienne, soit une des meilleures garanties d'éviter, si possible, les guerres de l'eau. Et on pense que ce n'est pas les DSP qui ont ces objectifs-là de bien commun, complètement. Voilà. Après, c'est peut-être un parti pris que l'on a, mais en tout cas, on l'avait fortement affirmé dans la majorité. Ensuite, pour ce qui est de Lyon, c'est une grande histoire, l'eau et Lyon. Vous vous rappelez, je pense peut-être du terme la Compagnie Générale des Eaux, hein, l'ancêtre de Veolia, fondée donc à Lyon. Déjà aussi pour obtenir le premier contrat de type délégation de service public, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est quand même à Lyon que ça a été fait au milieu du 19e siècle. Non seulement ça, mais son petit concurrent qui s'appelait la Lyonnaise des Eaux et de l'Éclairage, qui est l'ancêtre de Suez. Donc on va dire qu'on a un bon pédigré. Et des DSP, on en a connu à Lyon qui ont duré des dizaines et des dizaines d'années, y compris au début du XXe siècle, avec déjà des énormes bagarres politiques sur le retour en régie ou pas le retour en régie, avec des pressions déjà à l'époque pour les retours en régie, avec des indemnisations à fournir à la Compagnie Générale des Eaux à l'époque absolument faramineuses qui ont empêché des retours en régie publique, enfin tout un tas de choses. Et après, un contrat qui s'est achevé il y a quelques années avec donc l'ancêtre encore de Veolia qui est l'intermédiaire, qui s'appelle Vivendi, vous vous rappelez peut-être, voilà, qui a fait l'objet d'un scandale, en même temps que d'ailleurs à peu près celui de Grenoble avec Carignon et Suez, ou l'ancêtre de Suez en tout cas. Donc c'est déjà une bataille à Lyon qui est très ancienne et à laquelle on avait participé il y a quelques années pour déjà faire en sorte que ça revienne en régie publique de l'eau. On avait perdu cette bataille. Par contre, on avait quand même obtenu un petit contrat de DSP qui soit très très bien cadré et qui prépare éventuellement une sortie. C'était une option. Donc on est dans ce contexte-là avec un contrat qui s'arrête donc du coup à fin 2022 et qui est vraiment construit pour qu'il y ait option A, on reste, ou option B, on sort. Et donc on se saisit aussi de cette première bataille moyennement gagnée ou moyennement perdue, enfin voilà, selon, et qui permet d'avancer. Et c'est cette mobilisation déjà citoyenne à l'époque et politique, notamment à gauche évidemment, qui avait permis d'obtenir au moins un peu cette préparation. Je vous rappelle quand même que pendant qu'on avait le scandale Carignon à Grenoble, on avait Jean-Marie Messier, pour ceux qui s'en rappellent dans les plus vieux, le patron de Vivendi, qui rachetait les studios Universal. Je ne sais pas s'il le faisait sur les marges sur l'eau. Voilà, peut-être on ne le saura jamais, mais clairement, c'était des contrats qui aujourd'hui ne pourraient plus se passer. D'accord. Voilà. L'affaire Carignon, juste, tu peux le dire pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est en 10 secondes? En 10 secondes, là, c'est des contrats qui sont avec l'ancêtre de Suez, là aussi des contrats de délégation de service public avec Grenoble, dans lesquels, à Grenoble, à l'époque aussi, donc pour la gestion de l'eau, et dans lesquels il y avait évidemment des accointances et des prises illégales d'intérêt, un certain nombre de choses qui ont émaillé la vie politique grenobloise et qui, à l'époque, avaient fait tomber… le ministre Carillon et ancien maire de Grenoble. C'était dans les années 90. Stéphane Rodier, donc vous, votre commune est déjà en gestion publique, mais les élus souhaitent maintenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire? J'ai dit vous, moi j'ai dit tu, je ne sais pas, pour la visio. Est-ce qu'on peut… Alors, d'avoir en fait, nous sommes en régie publique depuis le 1er décembre 2020. Il se trouve qu'avant d'être maire, j'avais été adjoint à l'eau et l'assainissement et que j'avais préparé justement ce passage en régie publique qui a duré un certain temps pour des raisons évoquées très bien par Laurence. Les mêmes raisons, on avait un marché qui courait jusqu'à une certaine date et donc on a préparé pendant la durée du mandat précédent la sortie de ce marché pour aller vers une régie publique de l'eau. Laurence l'a très bien rappelé, la raison principale au-delà
d'aspect politique, c'est d'abord de faire en sorte d'avoir une gestion démocratisée de l'eau, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la régie publique qui est une condition sine qua non, ce n'est pas une condition suffisante. Il faut aller beaucoup plus loin, en particulier avec des comités d'usagers, faire en sorte que cette eau soit bien considérée comme un bien commun, donc partagée avec les problématiques soient vraiment des problématiques qui soient comprises de l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Et pour cela, il faut que la régie publique soit quelque chose qui ne soit pas technocratique, parce que c'est quand même un des dangers. On l'a connu on connaît certaines administrations publiques. On peut avoir très bien des choses qui, en soi, ne conduisent pas à une gestion au bien commun, mais une gestion technocratique de l'eau qui est pas très différente en fait de ce que pourrait conduire soit Veolia, soit la SOR, soit d'autres, qui sont des grands groupes capitalistiques qui ont des intérêts et qui conduisent une politique de l'eau qui peut avoir certains intérêts d'un point de vue technique, mais qui surtout est une vision d'eau bien marchand. C'est-à-dire que derrière, il est considéré que l'eau est un bien comme peut l'être un autre bien quelconque, un bien marchand qu'on vend de la même façon qu'on vendrait n'importe quelle marchandise. La portée de l'eau bien commun, c'est de se dire que sans eau, il n'y a aucune humanité possible, et qu'en plus, ce bien est un bien qui se raréfie au vu du réchauffement climatique, qui se raréfie aussi au vu de la pollution d'une partie de la ressource en eau. Et donc, il y a de ce point de vue à prendre ces deux aspects. Un, le fait que on ne peut pas privatiser ce bien parce que sans celui-ci, l'humanité dépérit, et que deux, on doit faire en sorte de le préserver, et cette préservation devient essentielle dans les temps futurs. Je vais rappeler simplement, nous on a, c'est du jargon administratif, mais on a un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de la DOR, un SAGE, et on a un certain nombre d'études qui ont été faites au vu du réchauffement climatique à venir dans les 20-30 prochaines années. Et dès à présent, on sait que sur notre territoire, là où on a 2 rivières qui sont à l'étiage l'été, d'ici une trentaine d'années, l'ensemble des rivières seront à l'étiage l'été. Et un peu comme l'a dit Laurence pour Lyon, on a une partie substantielle de notre approvisionnement qui est prélevée dans les nappes alluviales du fleuve, le fleuve de l'Ador. Et donc, très clairement, si on n'a pas d'eau au-dessus, on aura beaucoup moins d'eau en dessous. Et donc, les réflexions que l'on doit avoir, c'est de se dire comment faire en sorte que les usages et surtout les mésusages de l'eau soient pris en compte dans le futur. Ça veut dire des combats aussi d'interprétation politique qui sont loin d'être évidents a priori, mais nous sommes aussi sur un territoire qui portons un projet alimentaire territorial pour relocaliser la production, et en particulier, on sait très bien qu'on aura besoin de maraîchage dans le futur. Le maraîchage, ça demande de l'eau, mais on peut avoir du maraîchage comme l'ont fait pendant des années les Arabes puis les Espagnols au travers de ce qu'on appelle le goteo, ou au travers d'une consommation excessive d'eau. Dire qu'on réserve un peu d'eau pour le maraîchage, ça veut dire peut-être un peu moins d'eau pour d'autres types d'agriculture ou pour l'industrie. Donc, ce sont ces thématiques-là que l'on doit prendre et que l'on doit poser en commun, et d'une manière démocratique. On n'aura pas dès le début un consensus, il va y avoir justement des conflits d'usage, mais ces conflits d'usage, il vaut mieux les avoir de manière démocratique que d'une manière implicite comme c'est le cas actuellement. Réserver l'eau plutôt pour des grands groupes plutôt que pour l'usage des ménages ou pour des usages qui peuvent avoir un sens dans un développement plus vertueux, plus harmonieux. Et je citerai un dernier point qui pour nous est important. On est aussi un territoire où on a des forêts. Les forêts, c'est aussi des moyens de maintenir la ressource en eau.
Et au travers du réchauffement climatique, on s'aperçoit aussi que ces forêts sont menacées. Ça veut dire que la ressource en eau est liée aussi à d'autres ressources, donc que ce bien commun, d'une certaine manière, appelle d'autres biens communs, comme la forêt. Et là aussi, même chose, on a des débats de fond à mener, on a des arbres qui sont en train de dépérir parce qu'il y a eu des essences qui ont été plantées pour des questions de rendement, qui sont maintenant menacées et qui menacent du coup par contre-coup aussi la ressource en eau sur moyen et long terme. Donc voilà un peu les raisons qui sont les nôtres, qui avaient été les nôtres de passer en régie publique. Et maintenant, nous devons passer encore à autre chose qui est comment, dans une régie publique, on fait en sorte que l'eau soit vue comme un bien commun et donc démocratisée le plus possible au travers de comités d'usagers, au travers de débats sur comment utiliser au mieux cette ressource en eau. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, il y a marqué ma connexion est instable. Si, c'est bon? D'accord, très bien. Merci beaucoup. J'ai juste donné 2-3 informations parce que c'est vrai que les termes sont compliqués, notamment pourquoi les forêts retiennent l'eau. C'est parce que les arbres, via leurs racines, vont chercher l'eau et récupèrent l'eau pour tout simplement vivre et respirer. Et par ailleurs, il y a des phénomènes de microclimat avec les forêts. Stéphane, est-ce que je suis le seul à te voir totalement frisé ou d'autres aussi voient l'image bloquée? Non? Non, Bon. c'est bon pour nous. D'accord, j'espère que ce sera bon à l'enregistrement. J'arrive jusqu'à Lyon, hein, qui est… C'est pas Non, mais loin. je crois que c'est ma connexion. Clément, à toi, quelles sont vos motivations pour ne pas réintégrer le syndicat des eaux d'Île-de-France et donc sortir de la gestion déléguée avec Veolia? Ouais, alors d'abord un mot pour dire que je partage totalement ce qui a été dit par Laurence et Stéphane. D'abord sur l'approche de la préservation d'une ressource qui est fondamentale pour l'avenir de l'humanité et qui ne doit pas faire l'objet d'une marchandisation à outrance avec des grands groupes qui, pour des raisons de politique industrielle, s'accaparent totalement les ressources, jouent des jeux très dangereux sur maintenant des échanges boursiers. Alors avant, c'était l'eau embouteillée, maintenant c'est l'eau en général, avec des accaparements de ressources, notamment d'abord dans les pays les plus en difficulté économiquement, et du coup rendre captifs un certain nombre de populations qui ont besoin de cette ressource pour pouvoir vivre. Donc déjà, de base, il y a un principe là-dessus où nous, on conteste ça et où on considère que l'eau bien commun de l'humanité ne doit pas faire l'objet d'une marchandisation outrancière. Mais une fois qu'on a posé ça, qui est un principe philosophique, il y a la déclinaison de ça, c'est évidemment que ces groupes industriels ont institué des mécaniques institutionnelles qui sont destructrices pour la démocratie en général et la démocratie locale en particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement même politique de ces instances, il n'y a plus de place pour le débat démocratique, puisque c'est le fait majoritaire qui l'emporte sur des territoires qui sont gigantesques, qui n'ont pas les mêmes préoccupations, qui n'ont pas les mêmes réalités. Ce qui fait que là-dedans, la place de l'usager est inexistante. Donc, un des principes guides de notre action, c'est de remettre l'usager au centre de la question, au centre de l'appréhension de la gestion de l'eau publique et de sa production. D'abord parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une fracture de l'accès à l'eau. Alors vous savez, l'accès à l'eau est protégé dans le droit, mais les dynamiques qui sont portées par les industriels et les gestionnaires de l'eau, c'est qu'on n'a pas le droit de vous couper l'eau, mais par contre, on vous la met à un débit tellement minimum qu'en réalité, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et ça, c'est profondément injuste. C'est profondément injuste. Et par ailleurs, la pression qui est mise sur les ménages qui sont les plus en difficulté pour pouvoir être en capacité de pouvoir payer l'eau, payer l'électricité, etc., est telle que
on se retrouve face à des populations qui sont très démunies, surtout dans les temps qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Et on met à mal ce principe même de pouvoir accéder à l'eau simplement pour sa dignité, pour pouvoir se laver, pour pouvoir se nourrir, ce qui est vraiment un problème fondamental. J'avais travaillé par ailleurs avec des associations, et vous probablement aussi, sur un principe d'un chèque eau, comme existe le chèque énergie, pour que la collectivité puisse aider justement les familles les plus en difficulté à subvenir à ce besoin fondamental et à payer leur facture d'eau quand c'est pas possible. Et c'est un principe qui a toujours été refusé. Donc, il y a aussi ça, cette capacité, en sortant de ces dispositifs-là de délégation de services publics, de pouvoir anticiper et mettre en œuvre une gestion sociale de l'accès à l'eau et un accompagnement social, parce que les collectivités locales connaissent leur population, connaissent les familles en difficulté et sont en capacité de… Il a disparu. Il va revenir, il va revenir. Et du coup, de pouvoir voilà, faire cet accompagnement au plus près. Donc ça c'est le principe démocratique et d'accès social à l'eau qui nous tient particulièrement à cœur. Et puis, je reviens sur la question de l'accaparement des ressources. Ces grands groupes-là ne s'accaparent pas que les ressources, ils s'accaparent aussi les infrastructures. Ces infrastructures-là, vous connaissez le principe, l'eau paye l'eau. Donc les usagers, quand ils payent leur facture d'eau, ils payent l'ensemble des investissements qui sont consentis pour l'entretien du réseau, pour l'investissement dans de nouvelles usines de production, etc., et leur fonctionnement, etc. etc. Sauf que depuis toutes ces années, ces infrastructures qui sont utilisées aujourd'hui par les grands groupes et par les délégataires de services publics et les gestionnaires ont déjà été payées par la collectivité dans leur construction, dans leur gestion pendant des dizaines et des dizaines d'années, et depuis payées largement par les utilisateurs, par les usagers. Et aujourd'hui, ces grands groupes continuent à faire du profit massif sur des investissements qui ont déjà été consentis par la collectivité et par les usagers, et continuent de nous le faire payer. Et le décalage, il est là aussi. C'est-à-dire que vous connaissez tous le débat selon lequel on dit il y a un pourcentage énorme de l'eau qui est produite, qui est perdue dans les sols du fait de la dégradation permanente des canalisations et de son non-entretien. Mais c'est pour ça que les gens payent. C'est pour ça que les usagers payent leur eau. C'est parce qu'il y a une partie de cet argent-là qui est censé revenir à l'entretien des infrastructures et des moyens de production. Et ce qui est grave, c'est que d'abord, nous n'avons quasiment jamais de transparence sur ces questions-là, savoir où est-ce que va l'argent réellement et comment il est utilisé. Et puis, il y a ce sentiment permanent de continuer à alimenter une machine qui, de toute façon, se rémunère déjà très grassement sur une ressource qui n'est pas la sienne et sur des infrastructures qui ont été payées depuis très longtemps. Donc, il y a aussi cette question de reprise en main par le pouvoir public de biens communs qui sont certes la ressource, mais aussi les infrastructures qui l'accompagnent, de production et de distribution. Et ça, et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est le cœur du débat qu'on a juridique, politique et institutionnel qu'on a avec les grands groupes et avec les grands syndicats sur à qui appartiennent les réseaux. Et nous, on considère que c'est un bien public qui doit revenir dans le giron du bien public, et que si les délégataires de services publics veulent continuer à l'utiliser, eh bien, ils doivent indemniser la collectivité et les usagers pour l'utilisation de ces réseaux, pour continuer à faire du profit s'ils veulent en faire. D'accord, merci. Laurence, si vous voulez réagir. Oui, alors sur 2 points. Effectivement, il y a une histoire d'équilibre social, et je pense que les retours en régie publique peuvent en tout cas permettre des solutions. On s'est engagé par exemple à étudier l'accès au premier mètre cube gratuit, donc voilà, on va essayer de le faire avant la création de la régie, mais c'est également prendre en charge des politiques publiques un peu différentes, un peu novatrices, qui sont des fois pas tout à fait dans les clous légaux, mais qu'on va essayer de faire, comme par exemple peut-être aider à la construction de bains-douches. Si on a une meilleure articulation avec d'autres politiques publiques, avec une régie, c'est déjà plus facile de les imbriquer. Voilà. Par contre, par rapport à ce que tu disais sur le patrimoine, etc.,
ce qu'on peut rétorquer nos opposants au retour en régie publique, c'est de dire vous n'avez qu'à faire un contrat de DSP qui soit suffisamment bien étayé et bien ficelé pour faire attention à ça. C'est vrai, on peut le faire. Là, c'est le contrat de DSP actuel, par exemple, de la métropole de Lyon. Il n'est pas si mal de ce point de vue, puisque le patrimoine appartient toujours à la métropole, que le délégataire a l'obligation de le cartographier, a l'obligation de faire un rendu compte précis de tout ce qu'il fait comme équipement, ce qui n'était pas le cas dans le contrat d'avant. Hein. Bon, voilà. Donc, on peut faire des choses dans des DSP. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est la connaissance de métiers stratégiques. Ces métiers-là stratégiques de la gestion de l'eau sont pour moi très importants. À Lyon est déjà en régie depuis très très longtemps tout ce qui est l'aspect assainissement, mais toute la partie eau potable, non. Et ce sont des métiers très importants, très techniques, et je pense que c'est important qu'ils restent aussi parfois ou souvent dans un giron contrôlable démocratiquement, vu ce qu'on a dit sur les enjeux de la ressource. Et puis, il y a aussi une autre notion qui est finalement, et on le voit dans les expériences de retour en régie publique, on nous rétorque, mais ça va vous coûter très cher, vous allez dépenser énormément de choses en études, vous n'allez pas vous y retrouver, nanani, nanana. Ben, parfois oui, mais souvent non. Parce qu'il y a tout ce que j'appelle moi les marges cachées, parce que même dans les contrats de délégation, on définit une marge avec le délégataire, c'est ce qui lui permet aussi de voir venir, et ça, très bien, dans les cas de figure où c'est bien fait, mais il y a toutes les marges cachées, et sur l'infrastructure en particulier. Et là, on ne les voit pas parce que c'est des contrats qui sont négociés au niveau des groupes multinationaux pour diverses raisons et pour divers éléments techniques. Ils n'arrivent même pas, si on voulait une transparence, ils ne seraient peut-être même pas capables de nous la donner, si ce n'est qu'on peut regarder les dividendes versés par ces groupes et on peut deviner où c'est. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, les motivations, elles sont à la fois politiques, c'est-à-dire une vision différente de l'eau dans la cité, bien commun ou bien marchand. Il y a aussi une vision sociale. Vous avez plusieurs d'entre vous ont parlé de la question de la tarification. On va y revenir. Puis, il y a la question de la gestion écologique et enfin la gestion démocratique. Et j'ai insisté sur ce point de vue-là, sur la question démocratique. Comment est-ce que vous êtes arrivé à sortir ou comment vous êtes en train de sortir et quel est le rôle de la population, des associations, des militants, des réseaux dans ce cadre-là? Est-ce que, puisqu'on parle de sortir de délégations face à des multinationales qui ont un poids conséquent, qui sont capables de payer des cabinets de lobbying, je sais par exemple que pour le CEDIF, lors des votations qui avaient été organisées dans une autre intercommunalité, donc à Est Ensemble, ils organisaient régulièrement des tractages. C'est-à-dire le CEDIF, syndicat, a organisé des tractages contre la régie publique. Bon, donc il y a un adversaire qui se comporte aussi de manière politique. Donc comment vous avez essayé, ou vous continuez à essayer de mobiliser les réseaux associatifs, les usagers? Qui veut, Stéphane, peut-être? Est-ce que tu veux intervenir là-dessus? Alors, je peux intervenir, mais c'est vrai que le cas d'une petite ville comme Thiers n'est pas du tout le même que des grandes métropoles où il y a des enjeux financiers qui sont bien plus lourds. Très clairement, en plus, dans notre cas, on était on a une longue histoire en fait de marché ou de DSP qui vient d'assez loin, et il se trouve qu'à Thiers, lors du dernier marché passé, il y a eu une guerre entre deux groupes qui a été, un groupe voulait s'installer sur la région Auvergne alors qu'elle y était très peu, il était très peu présent, et a fait une offre qui était inférieure à ce qui était estimé pour une régie publique. Et on le sait, la régie publique, en général, c'est le coût le plus bas possible, puisqu'en général, on n'a pas versé des dividendes, on n'a pas, voilà, il y a des, et là, il y a eu une offre qui était irraisonnable, et d'ailleurs, le groupe qui a été retenu l'a payé au cours des 6 ans passés, puisqu'il a travaillé à perte, qu'on soit tout à fait clair là-dessus. Et ça a été assez visible. On parle même de 300 à 600 000 euros. Donc, quelque chose de notable. 600 000 euros par année, pas par. Donc,
bon, il n'y a pas eu besoin pour nous de mener un combat démocratique pour la sortie de la DSP. Par contre, la prise en compte des enjeux sur l'eau est très clairement inférieure à ce qui serait souhaitable. Et c'est là-dessus que nous sommes en train de travailler, nous. Je prends en exemple les 3 derniers étés où on a eu de fortes difficultés, alors surtout à la sortie de l'été, sur les mois de septembre, octobre, pratiquement début novembre, où on a été par 3 fois au bord de la rupture en approvisionnement en eau. Donc vraiment des conséquences qui auraient pu être dramatiques aussi, bon, évidemment pour les ménages, mais aussi pour les industries, parce qu'on a un territoire très industriel et du jour au lendemain, on aurait pu avoir une grande partie de ces entreprises qui mettent au chômage technique la plupart de leurs salariés. Ça, ce sont des choses qui encore demandent à être travaillées. On est en train de mettre en place une politique de démocratisation. Alors, c'est vrai que nous sommes arrivés en plein dans la période de Covid, donc c'est difficile de lancer ces politiques de démocratie participative dans des phases comme aujourd'hui, mais on est en train de préfigurer ces politiques et très clairement, on aura un accès par tirage au sort d'un certain nombre de nos concitoyens pour rentrer dans des comités d'usagers, permettant là aussi de faire en sorte d'avoir un débat démocratique et qu'on espère après le plus ample possible qui sortent de ces comités d'usagers pour atteindre le plus grand nombre. C'est un point assez essentiel pour nous. La démocratisation en amont, alors, elle n'a pas été aussi nécessaire qu'elle l'aurait été sur d'autres lieux. Maintenant, bon, je ne vais pas raconter l'histoire politique de la ville de Thiers, mais ça ne s'est pas passé d'une manière forcément sereine pour nous, puisque j'ai été élu en 2014 et en 2018, je suis sorti de la majorité. Donc, la fin de la mise en place elle-même de la régie, ça a été un de mes amis politiques qui l'a mené, mais ce n'est pas moi directement qui l'ai mené. Et ça a été mené dans des conditions politiques très adverses, pour le laisser sous ce terme, et donc pas dans les meilleures conditions. Et j'espère que mes amis Clément et Laurent auront des facilités de ce point de vue pour mener une sortie dans des conditions bien meilleures que nous l'avons fait nous-mêmes. Ok, donc si je comprends bien, avant, bon, des remous politiques, mais du point de vue pas de grosses adversités face aux multinationales, mais après, il y a quand même un gros travail. Vous commencez vraiment à avoir un travail sur l'implication des usagers. Clément, on sait que c'est un gros morceau, le CEDIF et le Veolia Île-de-France, donc le VEDIF aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, tout à fait. Ben, comme je disais tout à l'heure, le CEDIF est un acteur extrêmement puissant sur le bassin de l'Île-de-France. Quand on gère l'eau de 182 communes, on a un pouvoir politique qui n'est pas négligeable. Ça se traduit y compris dans des débats qu'on finit par avoir dans nos assemblées territoriales, parce qu'il y a des représentants qui sont élus au CEDIF, et on a donc cette bataille politique jusque dans les instances de décision qui sont censées réguler le fait public. Donc, et derrière, ça véhicule un certain nombre d'intérêts privés, économiques, et tout ça est vraiment malaisant. Enfin, moi, je suis un nouvel élu, j'ai été élu là en 2020. Je trouve que ça m'interroge beaucoup sur la séparation entre le pouvoir politique, le pouvoir industriel, et vraiment, voilà, c'est vraiment ça me laisse interrogateur. Enfin, en tout cas, je crois que la bataille pour la sortie, effectivement, on a un adversaire qui est féroce sur ses positions, et qui est extrêmement inquiet du fait qu'on est en train de mettre un coin démocratique de reprise en main de notre destin sur l'eau, qui l'inquiète énormément. Parce que du coup, les gens sont en train de regarder. Alors, tu as cité tout à l'heure Vivien Est Ensemble, mais il y en a d'autres, y compris sur notre territoire, qui en 2017 avaient reconduit la délégation de service public parce que ce n'était pas la couleur politique que c'est aujourd'hui dans ces villes-là, et sont en train de se dire, mais comment on fait maintenant pour sortir de ça,
pour revenir en arrière et pour aller avec les copains en régie publique et porter le combat. Et ça commence à monter tranquillement, en tout cas dans le réseau politique des villes. Et donc, ce n'est pas sans inquiéter, évidemment, le mastodonte Sédif. Après, sur comment on peut porter au-delà ce combat politique, évidemment, c'est la saisine des citoyens et cette prise de conscience. Et je rejoins Stéphane sur le fait que cette prise de conscience-là du rapport à l'eau, surtout dans un territoire comme le nôtre, où en réalité on n'est pas confronté comme dans d'autres territoires, des risques de pénurie d'eau, des risques de sécheresse intense, avec des dégâts économiques en chaîne. C'est beaucoup plus loin de nous tout ça. Et donc, cette prise de conscience, elle est moins facilitée et il faut davantage entrer sur cette question soit par le débat démocratique, enfin sur l'angle démocratique ou sous l'angle économique, que sous l'angle stricto sensu environnemental. Donc, il faut s'adapter, il faut adapter le combat politique. Après, nous, par exemple, on a un argument qui nous aide beaucoup là-dedans, c'est le fait que Veolia, sur l'usine de Choisy-le-Roi qui dessert la majeure partie du bassin sud-est parisien, veut faire un investissement colossal de plus d'1 milliard d'euros sur une technologie nouvelle qu'ils ont développée qui s'appelle l'osmose inverse basse pression, qui est censée, nous dit-on, nous fournir l'eau la plus pure du monde, évidemment payée par les usagers. Il va de soi. Ce qu'on dit, nous, c'est mais pourquoi vous voulez produire l'eau la plus pure du monde quand vous l'envoyez dans des infrastructures de distribution qui sont vieillissantes, qui fuient, qui n'ont pas été renouvelées, certaines depuis 70, 80, 90 ans. Où est la logique de tout ça? Et l'impact sur la facture des usagers est colossal. Elle va être colossale. On parle d'environ 30 centimes du mètre cube au plus fort de l'investissement sur cette question-là. Et donc, cet argument qui pourrait nous être servi, c'est-à-dire, ouais, mais vous allez galérer parce que ça va vous coûter une fortune d'entretenir les infrastructures, comment vous allez faire, les factures d'eau vont exploser. Mais elles explosent déjà, les factures d'eau. Elles explosent déjà, et pas pour les bonnes raisons. Pas parce qu'on entretient le réseau et pour le rendre durable, mais parce qu'on est en train de payer des délires technicistes de Veolia qui ensuite exportera cette technologie ailleurs pour faire du profit. Enfin, donc, et cet angle-là, il marche fort parce que les gens se disent mais mince quoi, on est en train de payer encore plus pour que les mecs se fassent du pognon sur notre dos. Donc il faut adapter ça. Et il y a une organisation qui est en train de se monter au sein du Grand Orly Seine-Bièvre, donc sur le périmètre des 9 communes, plus la ville de Choisy et la ville de Villejuif qui justement a signé en 2017 et qui est en train de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on est en train de s'organiser pour qu'il y ait des collectifs au public dans chaque ville, avec des associations, des citoyens, quelques élus, qui portent ce combat qui est de longue haleine. On n'est qu'au début du chemin sur le combat institutionnel et juridique qu'on va mener pour mettre la pression, pour continuer à mettre la pression, pour justement faire passer ce message de la nécessité de revenir à une gestion publique de l'eau et que de proche en proche, on arrive à essaimer cette prise de conscience qu'on a bien du mal de facto à faire, surtout dans le contexte qui a été rappelé là, qui est un contexte très très compliqué pour pouvoir mobiliser les gens, quoi. Donc voilà comment on porte cette sortie-là, et on y va en réalité sans trop de crainte politique. On y va avec beaucoup d'interrogations techniques, ça c'est clair, parce que il n'y a pas vraiment de jurisprudence sur. Alors, on nous sert des déconnexions de réseau physiques qui nous coûteront des millions et des millions d'euros quand des déconnexions virtuelles pourraient être possibles. Enfin, c'est vraiment des combats à la fois juridiques et techniques qui sont de longue haleine. C'est plutôt là-dessus qu'on est dans l'interrogation, dans le travail de fond. Mais on est sûr que le soutien des citoyens sera au rendez-vous sur ce retour en régie publique.
D'accord. Alors, juste pour définir, la technologie d'osmose basse pression, en fait, c'est la technologie qui est utilisée pour la désalinisation, pardon, de l'eau. Et donc, en fait, là, qui serait utilisée dans le cadre d'une eau de l'eau de Seine qui est retraitée. Et tu disais la déconnexion virtuelle, déconnexion physique, il y a un des grands débats pour les communes qui souhaitent créer leur régie. C'est soit, donc le CEDIF promeut que vous, 9 communes, vous créez votre propre réseau de canalisation, tandis que vous dites non, utilisons le même réseau, sauf que les compteurs vont être adaptés soit pour, et ils diront si l'eau est pour les 9 communes ou si l'eau est pour les communes appartenant au CEDIF. Voilà, je dis ça pour la bonne compréhension. Laurence, au niveau de la mobilisation citoyenne, est-ce qu'il y a des éléments que... Alors là, vous êtes tous... est-ce que c'est mon Internet qui ne fonctionne pas? Si, c'est bon. Est-ce qu'au niveau de la mobilisation citoyenne, comment ça avance avec Lyon? Parce que c'est un peu la grosse nouvelle de fin d'année 2020, une grosse collectivité. Alors maintenant, il y a Bordeaux aussi là, qui est dessus, qui décide de passer en régie. Ça met un grand coup à Veolia, encore plus dans la période où ils essaient de racheter, et on y reviendra, Suez. Donc, est-ce que vous avez des enjeux en termes d'inclusion des habitants, mobilisation politique et sociale? Alors oui, donc sur les deux choses. Sur la partie Veolia, très rapidement, pour pas non plus en parler trop, bien sûr qu'ils se défendent et c'est bien normal, surtout sur des contrats tels que celui de la métropole de Lyon. L'un des enjeux pour nous, puisque dans le fameux contrat de DSP particulier, il y avait une filiale de Veolia qui avait été créée qui s'appelle Eau du Grand Lyon, et c'est avec elle que nous avons un contrat de DSP. Pour rééquilibrer, et donc c'est assez circonscrit, on va dire, pour rééquilibrer aussi dans ce qui est dit, et peut-être faut bien savoir que des groupes comme Veolia ou Suez ont effectivement de grandes compétences sur l'eau, c'est indéniable. Et donc, il faut, si on veut les récupérer, ça prend du temps. Et quand on construit une régie, ça veut dire aussi qu'on récupère leurs techniciens le plus possible. Donc, il faut, enfin, je ne mets pas l'opprobre, en tout cas, sur ces personnels-là qui travaillent au jour le jour à l'assainissement ou à la production d'eau potable. Ils sont très importants. Ils sont très importants pour Veolia et ils sont très importants à la limite pour nous tous. Font partie aussi de nos biens communs en quelque sorte. Donc là aussi, l'un des enjeux pour nous, c'est de faire en sorte de convaincre un maximum d'entre eux de rejoindre la régie. Pour Veolia, je pense que le espoir, pardon, parce que quand on va créer la régie, il faudra qu'on puisse récupérer à la fois des personnels du côté de la métropole, mais aussi des personnels qui travaillaient auparavant chez Veolia et qui voudront rester. Enfin, voilà, hein, je vous passe les détails juridiques, mais il y a tout un tas de possibilités pour faire ces transferts-là. Nous, on a choisi un modèle qui est une régie à autonomie financière et à personnalité morale extérieure, ce qui va nous permettre d'avoir aussi des contrats de type privé qui vont aussi régler des problèmes qui peuvent être un peu complexes quand on veut reprendre du coup des personnels qui viennent du privé et qui n'ont pas les mêmes avantages ou les mêmes branches professionnelles que les agents du public. Ça permet de mixer plus facilement les deux. Et au passage, ça permet aussi d'inclure les fameux usagers à la construction même ou en étant membre éventuellement des conseils d'administration, ce qui n'est pas possible dans le cas des régies pure player publics. Voilà. Donc ça, c'était aussi un choix politique. Hein. Bon, il y a plusieurs débats et là-dessus, il n'y a pas de solution toute faite. C'est vraiment lié à la configuration du territoire. Mais donc, nous, on a choisi ça. Et Veolia, je pense, espère, et je ne peux pas savoir avant la fin de l'histoire, si la régie future pourra elle-même sous-traiter des choses à des groupes comme Veolia. C'est aussi une possibilité. Enfin, on peut aussi avoir du coup le pire de la régie dans ce domaine si on pousse le bouchon. Mais donc, tout ça, c'est quand même très complexe. Les infrastructures, elles ne sont pas seulement virtuelles. Et même si, par exemple, dans une progression, on peut se dire que non, on n'a pas tous les réseaux, on en partage, quand même, c'est un sujet vraiment sensible de savoir les vannes, elles se ferment où, quand, comment, où est-ce que ça se mélange. C'est vraiment très important quand on construit une nouvelle régie, à mon sens. Bon, je finis là-dessus. Sur la partie embarquement des citoyens sur une grande métropole comme celle de Lyon, 1,4 million d'habitants, la question n'est pas simple. On prévoit de faire deux grands types de choses un peu différentes. La première, c'est de mobiliser déjà les acteurs, actrices qui le sont sur cette question de l'eau depuis longtemps.
Donc, on a un certain nombre d'associations, de collectifs qui travaillent depuis des années, je vous l'ai expliqué, hein, qui sont justement à l'origine de ces batailles-là et qui aboutissent aujourd'hui enfin au retour en régie publique. Un minimum quand même de retour d'ascenseur, c'est de les intégrer au travail que l'on fait, que ce soit sur la nouvelle tarification, sur le règlement de service, et puis sur aussi beaucoup d'informations sur les processus qu'on met en place pour le retour en régie publique. Donc, ils y sont déjà. Je préside par exemple la commission des services publics locaux dans lesquels ils se retrouvent beaucoup. Elle est déjà intégrée depuis le début au processus et elle va continuer de l'être, et dans des groupes de travail bien spécifiques. Mais on a aussi un enjeu d'intégrer à la fin des citoyens et que ce ne soit pas les habituels spécialistes qui soient dans ces cadres-là. C'est aussi un danger d'avoir une expertise reconstruite de la société civile. Donc, on prévoit aussi du tirage au sort, enfin, un certain nombre de choses qui fassent qu'on va acculturer des citoyens particuliers qui rejoindront peut-être en faisant quelque chose d'une forme hybride avec ces fameux acteurs déjà existants. Et à terme, je ne sais pas mon espoir, mais ça viendra d'eux. Hein, je ne vais pas faire les questions et les réponses maintenant, puisque l'objet, c'est de le co-construire. Peut-être un observatoire de l'eau comme il y en a à Paris, ou un espèce de comité des sages, ou quelque chose qui soit en extérieur, mais qui, du coup, sa représentation dans la future régie soit quelque chose d'intéressant. Et en parallèle de tout ça, l'autre grand processus qu'on a en tête, c'est un volet vraiment plus information, mais aussi dialogue du futur quelque part, de toute la population, c'est-à-dire de réacculturer les gens, de leur réapprendre c'est quoi l'eau, elle vient d'où, elle ne coule pas toute seule du robinet. C'est quoi le cycle de l'eau, le petit, le grand, comment on fait pour quelque part redonner un peu d'informations aux gens et qu'ils se posent les bonnes questions et qu'à la limite, ils bossent avec nous sur, ben voilà, on sait que dans 10 ans, 15 ans, on aura déjà tant de pourcents moins de flotte, que dans 30, on devra faire des choix. Comment est-ce qu'ils voient finalement, c'est court, hein, et où on devra choisir un certain nombre d'options et d'usages. Et si on peut anticiper les futurs conflits d'usage et déjà en avoir discuté avec tout le monde, alors ça prend divers dispositifs, je ne vais pas vous les détailler là, on travaille dessus parce qu'à grande échelle, ce n'est pas si simple. C'est autant de la com que des petites choses et on espère que le Covid fera qu'on évitera à un moment donné le pur visio. C'est aussi un énorme travail sur, on a une très grande partie de la consommation d'eau qui est liée à des compteurs collectifs, et notamment pour les personnes les plus en difficulté, hein, donc qui ne payent pas l'eau individuellement. On sait qu'on ne pourra pas changer tous les compteurs en individuel, c'est impossible, on en a pour 50 ans à faire ça, donc on doit trouver des bonnes idées pour malgré tout réduire ces consommations-là et faire la fameuse tarification sociale tout en gardant les compteurs collectifs. C'est quand même un petit challenge. Donc là aussi, il faut qu'on puisse faire parler tout le monde sur ces consommations et arriver à progresser. C'est pareil aussi sur le chauffage, je reviendrai, mais en tout cas, on a ces grands enjeux-là et aussi des enjeux évidemment industriels et d'agriculture. Là, on se creuse encore la tête pour savoir comment on met tout le monde autour de la table sur ces sujets. Ils viennent à nous, hein, ce n'est pas le souci. On le fait déjà, mais de manière un peu plus publique, comment on fait un rendu compte sans que ça soit la foire d'empoigne. Voilà, on a quelques idées, vous le verrez dès l'automne. Okay, je ne vais pas révéler tout, faire mon teasing parce que je ne suis pas encore sûre complètement, mais voilà, on est dans ces questionnements. D'accord, très bien. Justement, donc, tu as commencé à parler de tarification. J'aimerais bien savoir, puisque l'objet de la campagne, c'est inscrire le droit à l'eau et à l'assainissement dans la Constitution, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez des conséquences concrètes pour vous qui êtes en situation ou en future situation de gestion d'un service public de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'eau et à l'assainissement? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de tarification? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'accessibilité physique? Qu'est-ce que ça veut dire dans tous les domaines, et même droit humain, mais potentiellement aussi même droit de la nature à avoir une eau, enfin des êtres vivants en règle générale et naturelle à disposer d'une eau de qualité et pas nécessairement une eau polluée. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous réfléchissez, vous, en tant que citoyen, militant ou en tant qu'institution, vous réfléchissez à ces éléments-là?
Stéphane ou... Oui, alors le droit à l'eau, c'est pas la même chose lorsqu'on pilote une collectivité territoriale que lorsqu'on l'inscrit dans des lois nationales. Bien évidemment, alors, il y aurait des changements qui seraient beaucoup plus radicaux, à mon avis, au niveau national, qui nous permettraient au moins d'avancer, nous, sur notre territoire. On va prendre un exemple emblématique de ce droit à l'eau qui a été porté par la commune de Châtellon, qui n'est pas très loin de celle de Thiers, et qui est justement une tarification suivant les usages et les mésusages, suivant les mètres cubes utilisés, avec les 9 premiers mètres cubes gratuits, les suivants qui sont suivant une tarification classique, et puis les derniers mètres cubes, ceux qui sont surconsommés, suivant une tarification progressive qui permettent justement d'essayer d'aller vers des mésusages moins importants dans le futur. Très clairement, moi, je pense que l'un des points essentiels pour le futur au niveau national, c'est quand même justement d'avoir une tarification suivant le mètre cube, c'est-à-dire au fond, comme si il s'agissait d'une marchandise. C'est encore le point sur lequel on bute parce qu'on porte une vision de bien commun, mais au fond, on est obligé d'équilibrer des comptes, l'eau payant l'eau, l'assainissement payant l'assainissement au travers de prélèvements, le prélèvement potable, le prélèvement assainissement. Et donc, on est d'une manière induite, même si on porte des choses au niveau local, suivant les usages et les mésusages, on a une impossibilité d'ailleurs d'avoir une tarification purement sociale comme on peut l'avoir sur d'autres domaines. Et donc, déjà, si au niveau national, on pouvait avoir quelque chose qui nous permette de sortir de cette vision-là et du coup de reprendre l'eau non pas comme quelque chose qui doit se payer par elle-même, mais sur éventuellement d'autres choix de politique publique, ce serait quelque chose d'intéressant. Bien évidemment, comme on n'a pas à l'heure actuelle cette possibilité-là, on fait au niveau local des tarifications, je l'ai dit, suivant les usages et les mésusages. C'est un peu l'idée que nous portons, nous, sur notre ville de Thiers et en lien avec Châtellon, bien évidemment par rapport aux différents mètres cubes, c'est-à-dire premier mètre cube gratuit, les derniers plus chers, et puis évidemment par rapport à des mésusages autres qui pourraient être portés au débat démocratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un mésusage. Et ça, c'est des choses qui, a priori, ne se définissent pas. C'est dans un débat démocratique que cela doit se définir. Il y a bien évidemment un point important, c'est l'accès à toutes et à tous de l'eau. C'est-à-dire, pour les ménages, il faut absolument faire en sorte que ces premiers mètres cubes soient gratuits d'un point de vue pas simplement symbolique, mais permettent la consommation nécessaire pour chaque être humain. Et donc, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument que nous puissions avancer, nous, sur une commune comme Thiers. Super, merci. Donc, en fait, si je comprends bien, tu proposes que tout ou partie de la facture d'eau, enfin de l'eau, soit payée par l'impôt, c'est ça? Que ce ne soit pas seulement la facture d'eau qui paye les investissements de l'eau potable. Alors là, ça serait une modification importante, mais effectivement, ce serait plutôt à l'impôt de gérer cette chose. Et donc, du coup, on pourrait avoir quelque chose qui soit totalement différent et non plus voir l'eau comme un bien marchand. Parce que dès lors qu'on fait payer au mètre cube, même si nous, on porte une vision d'eau bien commun, au final, on est obligé d'équilibrer les dépenses et les recettes. Donc, d'en faire un bien marchand, malgré nous. D'accord. Clément, comment vous envisagez, au-delà des négociations techniques et juridiques et économiques que vous avez avec le CEDIF et avec Veolia, est-ce que vous êtes en train de préfigurer un peu les directives, les choix politiques et sociaux de la régie, et notamment en termes d'accès, de tarification? En gros, est-ce que vous voulez pas inscrire, mais je dirais appliquer le droit à l'eau, et si oui, comment? Alors, mais du coup, sur la structuration de la régie en elle-même,
il y a des volontés qu'on est en train d'explorer sur la tarification, j'en ai parlé tout à l'heure, sociale, sur les premiers mètres cubes gratuits. Et donc, c'est des pistes d'exploration. Là, on vient vraiment à peine de passer en dehors de la DSP. Donc, on a besoin un peu de temps pour pouvoir organiser structurellement notre affaire. Donc, c'est des éléments qui sont en réflexion. Mais moi, on a aussi un enjeu dans l'accès, dans le droit à l'eau, qui est aussi le fait que si ce droit est inscrit dans la Constitution et à l'assainissement aussi, on va protéger des garants. Et ces garants, c'est l'assurance d'avoir des contre-pouvoirs à des industries agricoles ou autres qui polluent les nappes phréatiques, des contrepoids à des politiques de transformation des réseaux d'assainissement qui sont extrêmement lentes. Par exemple, je prends la Seine, qui est évidemment notre fleuve principal ici. Ça fait des années et des décennies qu'on fait le constat qu'il y a des réseaux d'assainissement en amont de la Seine qui finissent dans la Seine directement sans traitement, qui empêchent toute capacité de rendre la Seine baignable, qui évidemment polluent et cassent la capacité de ce fleuve à être une ressource de biodiversité intense, etc. Moi, je pense que d'inscrire le droit à l'eau, c'est aussi inscrire le droit à l'accès à l'eau, sous toutes ses formes, qu'elle soit potable, qu'elle soit baignable, et donc du coup de pouvoir essayer de rattraper tout ce qu'on a laissé filer depuis ces dernières années, c'est-à-dire la lutte contre les pollutions, les sanctions contre les pollueurs, je donnerai un autre exemple, c'est par exemple le fait que quand, vous savez, dans les départements qui sont censés classer les cours d'eau, et on se rend compte, les associations se rendent compte que d'une année sur l'autre, il y a des cours d'eau qui disparaissent parce que en fait, ça induit le fait qu'on peut continuer à l'utilisation d'engrais chimiques, etc., à proximité des cours d'eau, alors que c'est interdit. On pourrait enfin avoir un vrai outil constitutionnel qui nous permettrait de combattre la spoliation des agences de l'eau permanente, qui est la variable d'ajustement de tous les budgets, année après année, du gouvernement, qui fout à poil, je le dis comme ça, les agences de l'eau pour payer tout et n'importe quoi, alors que ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est de préserver justement cette ressource en eau, de préserver la sécurité sanitaire. Et vraiment, je pense que ça peut être un outil puissant pour que collectivement, on regagne les droits qu'on a perdus sur tout un tas de pans, et qu'on remette un peu les choses dans l'ordre. Et après, au niveau local, il y aura des impacts, oui, c'est vrai, parce que effectivement, on pourra renforcer notre politique d'accès de l'eau sur l'espace public, parce que, je ne sais pas chez vous, mais ici, à part à Paris, des fontaines dans l'espace public, il n'y en a plus. Laurence, tout à l'heure, parlait des bains publics. Moi, je crois que d'inscrire l'accès à l'eau dans la Constitution doit obliger les collectivités à faire des bains publics. Parce que c'est la condition sine qua non, à remettre des toilettes publiques, enfin voilà, et on sortirait en plus comment dire, de fractures au sein même de nos villes, au sein même de nos territoires, sur des gens qui sont de facto exclus du reste de la société parce qu'ils n'ont pas la capacité minimum de pouvoir accéder à ce bien qui est le plus basique, quoi, de ce qui permet d'être dans la dignité, de pouvoir se laver, se nourrir correctement, etc. Donc voilà, donc je pense que c'est plus qu'un effet, je dirais, dans nos structures de régie publique qu'on essaye de porter, ça a surtout une valeur extrêmement puissante en termes de reconquête des droits qu'on a laissés filer. Merci. Laurence, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Oui, en complément, alors évidemment complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, donc je ne vais pas du coup le répéter. On a des pays qui ont laissé filer l'affaire.
je prends la caricature, c'est l'Australie, où même les écologistes ont voté le fait que l'eau devenait payante et que ça devenait un marché, et que c'était bien parce que c'est comme ça qu'on pouvait gérer les questions de pénurie, avec l'idée que le marché régulera tout seul qui aura le droit à avoir de l'eau ou pas. C'est un drame, hein, c'est un drame. Il y a des morts aujourd'hui à cause de ça. Ils s'en mordent les doigts, mais c'est trop tard. Un autre pays qui le laisse filer de façon caricaturale, mais c'est un peu plus vicieux, et ça rejoint ce qu'on est en train d'essayer de contrecarrer en Europe, et là, ce qu'on fait en France, c'est les États-Unis. C'est chaque État qui décide, et c'est même chaque collectivité locale, avec souvent des États qui sont entièrement démissionnaires. Et donc, on a des collectivités locales qui ont très peu de moyens et qui n'ont pas réussi à entretenir leur réseau, qui ont en gros 100 ans, puisque c'est là qu'ils ont été construits, je caricature, mais grosso modo à la fin de la guerre, comme pour nous tous, hein, des grands réseaux communs et collectifs, et qu'ils n'ont jamais entretenus. Et donc avec des catastrophes, comme on l'a vu récemment au Texas, qui est liée aussi à la vétusté des réseaux, et avec des flambées des factures, et là aussi avec une réponse privée qui est de dire on libéralise et puis on met une indexation en fonction du sens du vent, enfin voilà. Et il y a des personnes là pendant la crise hivernale du Texas qui se sont vues des factures d'électricité ou d'eau atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, on a un enjeu quand même déjà, et en Europe, c'est pas encore, la bataille n'est pas perdue, hein, donc déjà de conserver le fait que l'eau reste vraiment gratuite, que c'est une ressource gratuite comme l'air, enfin voilà, de base, et que c'est bien la production d'eau potable et l'assainissement qu'on paye, avec le débat de savoir si on fiscalise ou pas, mais en tout cas, le fait que ça soit dans la Constitution peut permettre tout ce qui a été dit, je ne vais pas le redire. Donc ça permet de coincer ça. Voilà, ça, c'est une chose. Et après, du coup, on pourra inventer des systèmes plus justes socialement. Moi, je n'ai pas une réponse toute faite, puisqu'on veut le co-construire justement avec les habitants, l'histoire de la tarification. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Et oui, on s'est déjà dit, et si on arrivait à coincer d'autres politiques publiques qui ne sont pas dans le cadre des régies aujourd'hui, sur l'accès à l'eau en termes d'hygiène, donc les bains douches, j'en ai parlé. On a les bornes incendie et les fontaines qui ne sont pas du domaine des régies publiques, qui ne sont même pas dans le giron de la métropole aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut conventionner? Comment on peut faire? Quel compteur on peut mettre? Enfin voilà, on se pose tout un tas de questions. En tout cas, on va le mettre au débat. Et là, on aura un peu coincé l'ensemble de la problématique. Et on a aussi là à se poser la question, c'est tout la régie qui prend ou pas, quelle stratégie on garde. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est des débats qui sont sains. Et si au niveau national, on a cet appui, ça sera important. Et un dernier point que je voulais citer, c'est on commence à le faire avec le réseau France Eau Public, c'est que toutes les communes qui sont retournées en régie, on finit par apprendre des choses et à obtenir des expertises. Et puis, il faut qu'on se finance de la recherche. Il faut qu'on se finance des domaines qu'à l'échelle juste d'une commune, on ne peut pas le faire. Et donc, des réseaux type France Eau Public qui font ces assemblages-là sont très importants à développer. Est-ce qu'on arrivera à développer nos propres filières publiques, nos propres filières de recherche? Et là aussi, si on a coincé un truc au niveau de la Constitution ou des choses, ça aidera à construire ces stratégies-là de long terme et un peu plus globales. Voilà, c'est mon espoir, hein, c'est pas gagné, hein, mais d'accord. Merci beaucoup. Donc là, on a un peu tout balayé. Il y avait peut-être une dernière question, mais vous l'avez déjà beaucoup posée. C'était quelles étaient vos difficultés à construire? Je crois que vous l'avez déjà pas mal développé. Une question d'actualité, Veolia Suez, quelle crainte ça fait peser sur vous? Parce que vous avez dit que en fait, parfois, vous allez devoir maintenir les relations, les liens. Ça marche aussi pour le Puy-de-Dôme aussi parce que Danone, on a vu, donc, est en turbulence. Je ne sais pas si c'est Danone qui puise ou c'est Nestlé dans le Puy-de-Dôme qui récupère beaucoup d'eau, mais en tout cas, les embouteilleurs d'eau, notamment avec la crise, ont perdu de l'argent, notamment Danone, et donc sont invités de manière assez abrupte, là en l'occurrence chez Danone, par leurs actionnaires à avoir une stratégie plus agressive, donc potentiellement plus prédatrice sur l'environnement. Et donc voilà, ça bouge beaucoup dans le milieu des multinationales. Il y a l'eau qui a été introduite en bourse, tu as commencé à en parler, Laurence. Comment vous regardez ça? Et est-ce que vous vous dites,
La gestion publique, ça va être un moyen de se protéger ou pas, ou est-ce que quand même on aura les moyens de se protéger de tout, puisqu'ils maintiennent et gardent encore l'expertise technique et il n'y a pas encore de réseau national technique bien structuré, puisque avant c'était les préfectures ou les départements qui apportaient un appui technique, mais ça se fait de moins en moins. Donc voilà, qui veut réagir sur ça? Clément? Ouais, je veux bien dire un mot. Alors d'abord, cette perspective d'avoir un mastodonte, Veolia Suez, qui est encore plus gros que ce qu'il est aujourd'hui, et qui quand même, parce que là on parle de l'eau, on pourrait parler des déchets, où ils ont absolument une mainmise énorme sur toute cette logistique vitale, hein, pour nos territoires. De les voir effectivement dans cette perspective de prédation qu'ils entretiennent, devenir des acteurs encore plus puissants que ce qu'ils ne sont déjà, et du coup en ne laissant plus de place, y compris à la libre concurrence, en phagocytant les marchés, est très inquiétant. Parce que malgré tout, en tout cas, ça veut dire que le principe même des marchés de libre concurrence, là, est faussé quand on a un acteur pareil dans le giron. Mais je pourrais en citer d'autres exemples sur l'énergie. Enfin, bon, bref. Et on se rend compte qu'en réalité, l'ouverture à la concurrence n'a pas eu d'effet, pas eu tout à fait les effets escomptés. Oui, c'est un minimum, on peut dire ça. Donc du coup, ce qui veut dire quand même que pour nous, sur la question de l'eau, de voir arriver ça induit le fait que les régies de gestion et de distribution ne sont pas suffisantes pour pouvoir se sortir de ce joug probable. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur la reprise en public des moyens de production de l'eau. C'est le combat suivant quand on ne peut pas le mener de front avec une nouvelle gestion. Tant qu'on sera dépendant de la production par les grands groupes sur une ressource qu'ils s'accaparent de toute façon, on aura une forme de dépendance qui sera tarifaire, et on sera dépendant à la fois du tarif auquel ils vont nous vendre l'eau au mètre cube sur des grandes quantités, sur la qualité qu'ils vont assurer pour cette eau. Bref, tant qu'on n'aura pas non plus récupéré ces capacités. Alors, il y a plein de territoires où il y a des sources et des régies. Je viens d'un village du Var quand j'étais jeune où il y a une toute petite régie qui a aussi son moyen de production parce que c'est l'eau qui vient des montagnes de la Seine-Baume et des anciens glaciers. Et du coup, tout ça va bien. Il y a une délégation de service public parce qu'ils ont les capacités de le gérer tout seul. Mais voilà, ils ont la main sur la ressource et sur les systèmes de production. La réalité, c'est que tant qu'on ne l'a pas et qu'on est dépendant d'un mastodonte comme ça, multinational, qui a la main sur la ressource et la production, ce sera de toute façon risqué pour nous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est vrai sur d'autres domaines, comme les déchets et encore d'autres. Donc voilà, donc nous, on le voit, enfin, en tout cas, de mon point de vue, je le vois d'un œil assez inquiet. Et j'espère qu'il y aura une régulation suffisante par les autorités nationales pour que les choses n'ouvrent pas la boîte de Pandore, si j'ose dire, c'est-à-dire des excès de cette fusion. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient très envie de réguler tout ça, mais on verra bien. Merci, Laurence. Oui, en complément, alors pour la régie, pour le retour en régie, nous, il s'agit bien de récupérer les moyens de production. Hein. Donc ça, c'est ça l'objectif. Hein. C'est vraiment le cœur du réacteur. J'ai pas tellement envie de me prononcer sur la fusion Veolia-Suez. À la limite, on va dire c'est le problème de Veolia et Suez. Pour moi, c'est pas forcément une preuve de force, plutôt une preuve de faiblesse. En tout cas, on a un monde capitalistique qui joue au casino. Et ça va à l'encontre aussi des politiques industrielles. Dans la vie civile, j'ai un métier qui est proche des différentes industries. Si on avait une politique industrielle digne de ce nom, ça se saurait. En France, on n'a pas.
Mais j'ai envie de dire, c'est même au niveau européen et au niveau mondial, en tout cas dans le monde occidental, c'est une catastrophe. Et je le dis aux travailleurs qui travaillent sur l'eau et qui sont chez Veolia ou chez Suez, ça va à l'encontre même de leur métier. Qu'à un moment donné, c'est contre-productif. Je pense pas, enfin, le seul objectif pour maintenir des profits tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est de finir un peu, même à la limite, de nous laisser faire nos régies. Veolia, finalement, permet un peu des choses à la marge, mais quand même en lâche de plus en plus pour aller faire joujou ailleurs. Donc, il y a aussi, en Europe, le maintien de ces savoir-faire. Et les gros rachats comme ça, où derrière on arrête la recherche, enfin on l'a vu sur la crise, je ne vous fais pas un dessin sur ce qu'on a perdu sur la filière pharmaceutique, mais on peut aussi perdre des savoir-faire globalement que l'on a aujourd'hui, y compris dans le privé, et ces grands assemblages-là pour conserver du profit pour des gens qui vont ailleurs est plutôt inquiétant pour l'ensemble de ces métiers. D'où l'importance à revenir en régie publique et à la limite à récupérer ces savoir-faire et peut-être demain à reconstruire une filière industrielle digne de ce nom et qui sera extrêmement stratégique d'ici quelques années. C'est déjà quasiment le cas. D'accord, merci beaucoup. Stéphane? Oui, par rapport à ce qui vient d'être exprimé, enfin, je suis en total accord. Bon, la création d'un grand groupe monopolistique est une grande tradition du capitalisme, et effectivement, pour moi, ce n'est pas une preuve de force de ce groupe-là, c'est plutôt une démonstration de la faiblesse et de la fuite en avant de groupes de ce type. Par contre, c'est vrai que ça peut avoir des impacts sur des groupes tels que les nôtres, parce qu'on a parlé de la nécessité d'une démocratisation du débat sur l'eau, et donc il y a des effets d'échelle. On ne peut pas avoir une démocratisation sur des échelles territoriales qui soient un non-sens d'un point de vue démocratique. C'est forcément à des échelles très locales que l'on peut avoir ce débat démocratique. Et bon, une ville comme Thiers, même si bon, vous savez que la compétence potable et assainissement risque de passer aux communautés de communes. Bon, sur une échelle telle que la nôtre, la communauté de communes, en plus étant présidée par le maire de Châteldon, qui a une vision d'eau bien commun, on ne se fait pas trop de soucis, mais c'est une échelle qui est quand même réduite, on est 38 000 habitants environ, et forcément, il y a des capacités techniques. Nous, on a la production de notre eau, mais on a des capacités techniques que l'on ne possède pas sur ce territoire, qu'on doit chercher à l'extérieur. Alors, ça peut être avec des syndicats qui sont proches, mais c'est aussi parfois avec ces groupes qui donc conservent d'une manière ou d'une autre un pouvoir qui peut nous être nuisible. Et je rejoins effectivement ce qui a été dit par Laurence. Il y a des capacités techniques, et moi je peux le confirmer, les techniciens qui ont travaillé, qu'on a repris nous au sein de la régie publique, sont des techniciens de grande qualité avec lesquels on a eu grand plaisir à travailler, et on est très heureux de les avoir conservés. Cette technicité qui est le fruit d'une histoire longue. On n'a pas des savoir-faire qui se créent ex nihilo, ça n'existe pas là. Et moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait que l'industrie française a été décimée, et Laurence rappelait très bien le cas de la pharmacie, mais l'eau est aussi quelque chose qu'on doit maintenir. La filière technique de l'eau doit être maintenue, et j'espère, moi, pour ma part, que dans un temps pas si lointain, nous aurons la possibilité d'avoir un groupe public qui permette de conserver cette capacité, ce savoir-faire, dans une vision qui n'est pas techniciste non plus. Ça a été rappelé tout à l'heure par Clément, cette vision un peu folle aussi d'aller vers des dépollutions qui ne naissent que parce qu'il y a des pollutions. C'est de la tautologie, mais ça exprime aussi quelque chose d'un peu plus profond. C'est que quand on parle du petit cycle de l'eau, il faut le prendre en compte dans un grand cycle de l'eau et éviter les pollutions en amont plutôt que d'essayer de dépolluer par après en aval. Ce sont des choix là aussi lourds qui dépassent du coup le cadre de l'eau, mais qui expriment ce qu'est une société, ce que nous voulons que soit une société future. C'est une super conclusion. Je vous dis, on en reste là.
Merci beaucoup pour votre participation donc à cette audition collective. C'était très intéressant. J'espère que ça intéressera les personnes qui écouteront ou qui regarderont. Pour rappel, donc c'était bien une audition pour la campagne L'eau est à nous au point vote. La votation citoyenne dure jusqu'au 13 avril et donc on invite toutes et tous à aller voter soit en ligne, soit à organiser des points de votation physiques si c'est encore possible dans les jours qui viennent, mais a priori, à moins de 6, c'est possible. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. J'enlève l'enregistrement.